quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols et merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. À 12 pentes, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du mardi 18 mai 2021, avec un temps toujours aussi pourri. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard sur l'art en marge et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Salut à tous, donc vous pouvez nous joindre sur notre mail, bien sûr, artracaille@orange.fr, ou nous laisser un message sur le répondeur de Radio Soupe 01 41 95 20 96. Et on va parler aujourd'hui, une partie artistique, on va passer une rediffusion d'une émission qu'on avait consacrée à David Lynch, plasticien. On avait vu un très beau film sur sa vie et sur son travail d'artiste peintre.
C'était la chorale Harisala qui chantait à Gaza. Chargez! Et qu'il charge les encasqués de gendarmes et autres CRS de Darmanin de Jardin retour à Tourcoing. Son ordre stipule que des troubles graves menacent. Et l'Allemand, en bon préfet de police, a rameuté tout ce que le pays pouvait engraisser de poulet de gras. Il y en avait, en veux-tu, en voilà, qui chassaient de race tous les attroupements qui zonaient du côté de Barbès. À ne plus savoir où donner de la tête pour ces pauvres gallinacés bottés et casqués réglementairement, car il ne faut jamais l'oublier, le règlement, c'est le règlement. Et loin de moi d'accabler ces vaillants arbalétriers, ils ne sont que des exécuteurs bêtes et méchants, ou plutôt des exécutants, mais toujours bêtes et toujours méchants. Les 20 de vrais responsables se dorent la pilule dans leur poulailler de luxe. Eux, leur seul boulot, donner des ordres pour que leur tranquillité soit assurée. C'est vrai, merde! On ne se fait pas chier pour se faire élire et en plus se foutre les mains dans le cambouis. Mais entre nous, les Aminches, quelle magnifique représentation, tous ces très jeunes gens qui font crapahuter les encasqués plus que raisonnables. Ils se carapatissent, ils se ramènent là. De quoi refiler le tournis à la meute des enragés de la matraque. La manif interdite, ils réclament en lettres de feu pour que le maximum de défenseurs de la Palestine se ramènent la hure. Et ils se la sont ramenés par centaines et peut-être par milliers dans toute la France qui pensent à autre chose qu'à sa gueule. Leur courage aussi. Et de très jeunes filles n'étaient pas à la traîne pour hurler des slogans en faveur de la Palestine et dénoncer les crimes d'Israël. Une manif morcelée, pas un bon plan pour les keufs. Tandis que des femmes, des enfants, des vieillards palestiniens meurent sous les bombes israéliennes et qu'un événement impensable se produit, le Hamas ose balancer des obus de mortier sur la terre volée des Israéliens. Aux dernières nouvelles, la maison du responsable du Hamas de la bande de Gaza a été bombardée. Pensez donc que les sionistes peuvent impunément tuer les Palestiniens, normal, mais que ces derniers répliquent, non, et des fois, c'est quoi donc ce bousbire, plus du jeu. Ils peuvent expulser des quartiers entiers de la vieille ville dans Jérusalem-Est pour en refiler les habitations à des colons, pénétrer durant le ramadan sur l'esplanade des mosquées et jusque dans Al-Aqsa pour tabasser les fidèles. Personne ne moufte dans les chancelleries occidentales, hormis une poignée qui se font aussi secs taxés d'antisémites. Même punition, même motif, pour les politiques qui osent manifester leur réprobation. Rassurez-vous, c'est une minorité minoritaire. Des ultra-gauchistes irresponsables et donc criminels antisémites. Et quelques aboyeurs à la solde de la propagande israélienne jusque sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat, et l'officine de califat, et Abdallah, toujours en prison depuis presque 40 ans, ou plus de 40 ans, on ne compte plus, et tous ces ambassadeurs palestiniens jadis assassinés à Paris, et dont les tueurs n'ont jamais été recherchés par nos vaillants limiers de l'ex-Tour Pointu. Quel indicible bonheur d'avoir le privilège insigne d'être citoyen d'un pays qui se cache derrière ses soi-disant principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, le pays des droits de l'homme qu'il se dit dans de lointaines contrées, et qui fait se ramener de ces dernières des foules d'êtres humains persécutés ou mourant de faim, qui croient trouver chez nous une nouvelle patrie et un peu de pain. Pour les punir de cette naïveté un peu conne, on les condamne à la noyade en Méditerranée, et quand ils s'en sortent, on les refoule à la frontière. Quand ils la passent, on les traque sans relâche ni pitié. On les fout dans des camps et on les reconduit chez eux pour y crever. Alors la Palestine
Pourquoi voulez-vous que les gouvernants de ce pays qu'on appelle la France se remuent leur cul pincé? Pourquoi? Et ce ne sont pas les manifs qui vont faire bouger les lignes, pas tout de suite. Et ils pensaient très fraternel pour les 45 manifestants arrêtés à Paris et foutus en garde à vue. Mais dites-moi, ma mère, dites-moi, mamie, quel est donc ce soi-disant droit constitutionnel de manifester librement dans les rues de nos villes? La Constitution, c'est quoi au juste? Encore un pare-feu qui met le pouvoir à l'abri d'une révolte qui se transforme en insurrection, puis révolution. C'est donc ça la Constitution. Debout les damnés de la terre, debout les parias de la faim, on va leur y foutre dans le cul. Ouais, alors moi, on va féliciter Robert parce que samedi, il est allé à cette manifestation à Barbès et c'est important quand même parce que on savait très bien que ce serait énormément policé, qu'il y avait des canons à eau, que les flics n'hésiteraient pas à charger. Donc c'est important de préciser que tu y étais et que tu peux en témoigner dans ce billet. Et donc c'est vrai que les médias donc parlent quand même maintenant un petit peu de ce qui se passe, et quand on va si on cherche des entretiens, on arrive à trouver des choses quand même intéressantes. Alors bien sûr, c'est pas sur les médias, les grands médias, CNews et compagnie, bien sûr que non, où là on continue de renvoyer dos à dos deux populations, ce qui est absolument insupportable. Il faut bien être clair que dans ce qui se passe actuellement aujourd'hui en Israël, on n'est pas à l'instant T moins un mois quand a commencé ces espèces de ratonnades anti-arabes. C'est le résultat de 100 ans d'occupation, d'expulsion des Palestiniens, et que ce qui se passe aujourd'hui est quand même... il faut avoir tout le contexte historique en tête, ce que ne font pas justement les grands médias, de rappeler comment tout ça s'est passé, et qu'on ne renvoie pas deux ados, deux peuples, c'est pas vrai, on n'est pas à égalité, on a un peuple occupé et on a un occupant armé jusqu'aux dents et soutenu par des grandes puissances, quoi. Oui, soutenu par la Russie, par l'Amérique, etc., etc. Voilà, il n'y a aucun... Si vous voulez, aucun texte, aucun, comment on appelle ça, les choses votées à l'ONU, là, c'est... Des résolutions. Aucune résolution, et il y en a eu depuis 1948, a commencé la résolution qui reconnaît le droit à l'existence d'Israël, dont Israël n'a jamais respecté les clauses. Parce qu'il y a un droit au retour des Palestiniens dans leur maison. Absolument. Voilà, et depuis 70 ans, ça continue. Toutes les résolutions de l'ONU sont nulles et non avenues pour les Israéliens, ils n'en ont rien à foutre. Évidemment, avec le soutien des États-Unis qui ont un droit de veto, ils peuvent continuer à se permettre des choses comme ça, qu'aucun pays qui ne serait toléré pour aucun autre pays. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Voilà. Alors, dans la mesure, c'est comme les enfants, quand ils risquent pas d'être punis ou d'avoir une fessée, ils font toutes les conneries qu'ils peuvent. Sauf que là, on a effectivement un Netanyahou qui commence à avoir un peu chaud aux fesses parce que sa position, il a du mal à être élu. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il est obligé de faire qu'il y a des élections. Voilà, qu'il est obligé de faire des alliances avec l'extrême droite. Il y a quand même six parlementaires d'extrême droite qui sont rentrés à la Knesset. Religieux. Un groupe qui avait été interdit il y a quelques années. Voilà. À la Knesset elle-même. Voilà. Donc il est obligé de faire ce genre d'alliance pour se maintenir. Donc il est dans une position où on a l'impression que pour éviter d'être mis en prison pour corruption, il est prêt à foutre son pays à feu et à sang. Et comme Jean-Dominique Vidal, qui était un journaliste spécialiste quand même de cette question, rappelait l'autre fois sur une radio que dans la famille Netanyahou, le père était à la droite de la droite des sionistes et avait acclamé l'arrivée d'Hitler, et que le fils était en ce moment était à l'affiche le fils du Netanyahou actuel. Voilà, était à l'affiche d'une propagande d'un élu allemand d'extrême droite. Donc c'est important que tout soit bien rappelé, parce que pour les défenseurs de ce pays d'Israël, il faut que les choses soient claires. Israël est un pays gouverné par des fascistes. Enfin... Oui, non, mais c'est depuis le début, c'est pas nouveau. Que ce soit la droite ou la gauche, il faut bien se mettre ça dans la tête, que la gauche en a fait autant que la droite pour la colonisation, etc., etc., etc. Parce que on parle toujours de ce général qui a été assassiné, Rabin. Mais Rabin, avant d'être assassiné, avant de devenir, pas un pacifiste, mais avant de comprendre que Israël avait tout intérêt à trouver un accord
avec les Palestiniens, c'était un épurateur renommé qui faisait la chasse aux Palestiniens d'une manière éhontée, voilà. Alors bon, qu'on vienne pas nous raconter des salades, mais c'est comment dirais-je, si vous voulez, la manière de faire de toutes les dictatures, de toutes ces choses immondes qui se passent sur cette planète, hein. Israël en fait partie. On crée de toutes pièces en état artificiel dans un pays étranger, sans demander aux autochtones leur avis, s'ils sont d'accord ou pas. On refile à cet état artificiel plus de terre qu'aux autochtones, voilà, et depuis 1948, ça n'arrête pas de rétrécir au lavage, voilà, et sans que personne s'en émeuvait, surtout pas chez nous. Hein, on a un gouvernement complice depuis pas mal de temps. Avec Mitterrand et avec comment dirais-je, De Gaulle et ces gens-là étaient et Chirac même Chirac, oui, était sur une ligne que la France a toujours tenue, c'est-à-dire d'être proche des Palestiniens, enfin de pas accepter ce qui se passait là-bas. Mais alors depuis qu'on a le zozo, le petit badinguet là, à l'Élysée, bon ça a changé complètement de ton, voilà. Oui, tout à fait. Et donc il y a des articles intéressants. Il y a un article, il faut retourner bien sûr sur des sites comme l'Union juive française pour la paix. Il y a des blogs de Mediapart qui sont aussi intéressants, des entretiens. Donc cet entretien avec Dominique Vidal. Et effectivement, arrêtons de dire que de pointer les quelques roquettes tirées par le Hamas comme justificatif de représailles. Gaza est sous blocus depuis les élections de 2006. Il n'y a pas eu les élections ont été reculées. Reporté à chaque fois. Mahmoud Abbas en Cisjordanie vient aussi de retarder les élections. Il faut savoir que effectivement ces Palestiniens ont vraiment pas de chance quant à leurs représentants. Mahmoud Abbas est complice aussi de l'État d'Israël parce qu'il dénonce, il sert aussi de garde un peu. Il participe à la sécurité d'Israël en quelque sorte en dénonçant aux Israéliens et des résistants palestiniens, voilà. Et que l'existence du Hamas est aussi due à Israël qui a favorisé cette existence du Hamas pour contrebalancer le Fatah et justement, je pense, pouvoir intervenir en cas de crise, quoi. Ouais. Alors de là à dire qu'aujourd'hui les actions du Fatah sont téléguidées par Israël, moi je ne m'aventurerai pas là-dedans. Du Hamas, non, je dis pas ça. Mais je dis qu'en tout cas, maintenant, Israël est quand même, peut justifier ses représailles quand il y a quelques roquettes qui sont tirées. Et comme tu le disais, comme par hasard, ça arrive, parce qu'il y a ce pouf de Netanyahou qui est en difficulté. Une guerre, ça arrange. Hein. Voilà, il faut se dire ça. Chez nous, en Europe, on est familier de ces choses-là, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 1945, elle n'obéissait pas à des considérations autres que de devoir faire fermer sa gueule au peuple. Voilà. Bon. Mais là c'est quand même Gaza qui trinque avec des plus de 100 morts, des femmes, des enfants, beaucoup de blessés. On sait déjà que Gaza sous blocus avait déjà étouffé parce que on peut ne pas pouvoir aller pêcher, ne pas pouvoir se nourrir, ne pas pouvoir se soigner, ne plus avoir d'eau potable. Bon, voilà. Et là, il y a des demandes qui sont faites par ces extrémistes religieux. Vous savez que Gaza a 20% d'électricité, je sais pas, demande qu'il n'en ait plus que 10, voilà. Et puis la flotte, ils n'ont pas de flotte pour boire la flotte potable, etc. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est à combien de kilomètres de chez nous? 1000 kilomètres, 1000 bornes à tout casser. Et c'est à 20 kilomètres de Tel Aviv où les gens sont en terrasse, fiers d'être vaccinés, de pouvoir ressortir comme avant. Oui, et puis boire leur moritos et tout ça. C'est ça qui est dingue. Alors, vous avez Tel Aviv d'un côté, vous avez Gaza de l'autre. Alors, Gaza, c'est le massacre permanent, et Tel Aviv, c'est la gay pride ou la rigolade permanente. Voilà. Alors bon, moi je vais partir sur un autre biais, mais on pourra en parler encore très longtemps de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup à dire. Si, ce que je voulais souligner aussi quand même, c'est que c'est noté dans les articles, c'est que là on est dans ce qu'ils appelleraient une troisième intifada, mais ce qui est important, c'est qu'il y aurait quand même l'ensemble du peuple palestinien, c'est-à-dire que ça se va à Gaza et en Cisjordanie, et que ça peut vraiment faire pression. Il y a une union là qui est là, qui est présente et qui peut avoir de la force. Oui, mais à cause de quoi? Parce que si vous voulez,
dans beaucoup de villes d'Israël, les extrémistes religieux israéliens fomentent des espèces comment dirais-je, de coups terribles pour expulser les Palestiniens. Ça se passe à Nazareth, à Bethléem, ça se passe à Jaffa, un peu partout en Israël. Et donc, évidemment, les Palestiniens, ils veulent pas se laisser faire complètement, quoi, voilà. Alors, ils se révoltent, c'est normal. Quand on veut vous foutre dehors, comme ça se passe à Jérusalem-Est, il y a des citoyens israéliens arabes qui habitent Jérusalem-Est dans des maisons depuis des siècles. Et alors, soit on fait exploser leurs baraques, alors ils ont intérêt à dégager, et après seront construits des immeubles neufs pour des colons sionistes, et soit on leur, comment dirais-je, on bombarde leurs baraques, et carrément, puis voilà. Et puis les mecs, on les fout dehors, il y a la police qui vient, qui rentre et qui les balance dehors, et puis démerdez-vous. Et la maison, on la refile à des colons israéliens. Enfin. C'est quand même on imagine. Il faut qu'on essaye d'imaginer un peu ce qui se passerait en France si le matin, la nuit, n'importe quand, des flics rentraient dans la maison, expulsaient les gens et relogeaient dans ces logements des gens, enfin des bons Français, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Aussi, comme là, on a dégagé à coups de bombes lacrymo les Arabes qui priaient à la fin du Ramadan devant Al-Aqsa. On imagine si à Notre-Dame on avait fait la même chose. Ouais, on imagine si on avait fait la même chose devant Notre-Dame, quoi. Oui, non, mais parce que encore une fois, ces extrémistes religieux, leur objectif, c'est de détruire l'esplanade des mosquées, de foutre la mosquée Al-Aqsa en l'air. Et d'ailleurs, ils avaient commencé à creuser des tunnels sous l'esplanade des mosquées pour la faire sauter. Ils ont déjà les plans de la nouvelle synagogue, de tout ça. Voilà, c'est vraiment. Alors que le soi-disant roi David qui a construit un mur, à l'époque où il vivait, Jérusalem, c'était un village du temps de, comment dirais-je, on dit il y a l'âge du fer, voilà. C'était un petit village de l'âge du fer. Et toutes les conneries de la Bible, mais ce sont que des mensonges. Et comme, et d'ailleurs ils ont mis un genre de parc Astérix là, où ils auront constitué des trucs bidons qui n'ont jamais existé et qui drainent tous les juifs du monde entier, les Américains, tout ça, qui viennent là en colonne par deux, pour visiter des trucs complètement factices, qui n'ont jamais existé, et voilà, on en est là. Un peuple qui justifie son existence sur des affabulations bibliques. Ouais. Et justement, on avait vu un doc où oui, des colons se vantaient d'avoir commencé à organiser, oui, le fait de faire sauter la mosquée. Oui, ouais. C'était improvisé. Ils ont des fonds, pareil, enfin j'ai lu récemment là. Ils ont des fonds gigantesques. Ils ont à leur disposition tout ce que peut rêver des gens aussi tarés qu'eux pour arriver à leur fin, quoi. Donc, avec le pognon, on fait tout ce qu'on veut. Hein. Ouais. Alors, peut-être une bonne nouvelle, la Cour pénale internationale qui se penche sur des crimes de guerre. Elle se penche lentement. Hein. Elle se penche, mais déjà, elle y va. Et je trouve que bravo à cette femme, j'ai oublié le nom, qui s'est lancée dans cette aventure, parce que je pense qu'elle doit subir de sacrées pressions. Ah oui, non, mais ça c'est évident. Si c'est pas sa vie, si elle ne risque pas sa vie. Hein. Ah ben, elle risque sa vie, à mon avis, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors moi, je parlais d'un presse-papier. Alors je vais aller sur un terrain de femmes combattantes, une femme que j'ai découverte ce matin, en fait, en écoutant l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Ce sont des petites émissions d'une trentaine de minutes. C'est des récits documentaires. Et là, j'ai découvert la vie d'une femme qui s'appelle Yasmine Mortadjemi. Alors une femme, c'est Yasmine, une combattante, une lanceuse d'alerte qui se voyait pas du tout, en fait, lanceuse d'alerte un jour dans sa vie, je pense. Et c'est vraiment une lutte du pot de terre contre le pot de fer. Contre une multinationale, en fait, voilà, cette femme est d'origine iranienne, donc elle est née d'une famille de médecins iraniens, elle a vécu en Iran, puis après elle a fait des études de chimie dans une école, chimie alimentaire dans une école prestigieuse en Suède, et elle a travaillé après à l'OMS en Suisse. Donc elle est barre des diplômes, elle fait des conférences, c'est une femme qui est vraiment reconnue pour ses qualités, pour son travail, pour sa rigueur.
Et quand elle était à l'OMS, elle s'est fait approcher par la multinationale Nestlé, qui a dû se dire que quelqu'un qui pouvait être responsable de la sécurité alimentaire, c'était intéressant pour leur entreprise, justement pour valider leur travail. Donc elle a accepté en se disant que ça devait être un poste intéressant, parce qu'être responsable de la sécurité alimentaire dans une des plus grosses multinationales de l'alimentation, c'était tentant, quoi. Donc en 99, elle se fait donc recruter par Nestlé. Et là, elle va découvrir quelle boîte c'était. Donc, elle est PDG de la sécurité alimentaire en France. Voilà. Et donc, elle rentre dans son poste. Et là, elle est un peu étonnée de l'accueil qui est fait, du fait que personne n'ose trop parler, bouger, qu'il y a un respect sur le PDG mondial, enfin voilà, sur le grand PDG de Nestlé, que les gens n'osent pas s'exprimer. Donc elle est un peu étonnée. Elle dit c'était un peu comme l'empereur de Chine, tout le monde se taisait. Quand il y avait des conférences pour poser des questions, il fallait demander avant l'autorisation que la question soit validée. Enfin voilà, donc il y a une peur qui est dans cette boîte. Et en fait, elle va découvrir des plaintes. En 2002, elle découvre qu'il y a des plaintes. Il y a 2 plaintes qui vont être déposées par des consommateurs dont des nourrissons se sont étouffés avec des biscuits pour bébés. Donc les nourrissons ne sont pas morts, mais voilà, le biscuit a eu du mal à passer. Donc il y a eu 2 plaintes là, et elle se dit quand même c'est curieux. Donc elle demande à voir à ce qu'on fouille dans les archives, voir s'il y a déjà eu des plaintes concernant ces biscuits-là. Et là, elle s'aperçoit qu'en fait, oui, il y a eu déjà 44 plaintes contre ces biscuits. Donc elle est étonnée que ça soit en resté là, qu'il n'y ait pas eu quelque chose. Elle dit en plus c'était facile, il suffisait soit de dire que l'âge pour goûter ces biscuits pouvait être déporté, c'est-à-dire que le je sais pas quel âge c'était 6 mois, mettre à partir de 9 mois ou 1 an, ou alors retirer le produit du marché. Et en fait rien n'avait été fait, tout avait été étouffé. Et quand elle en parle justement au manager avec qui elle travaille, on fait comprendre que voilà, on ne dit rien, on flirte avec le risque à chaque fois, enfin, parce qu'en fait chez Nestlé il y a un système de bonus où on a des augmentations de salaire si moins on retire de produits du marché. C'est-à-dire que voilà, oui, la politique toujours du risque et du fric en fait, quoi. Et puis en fait elle va continuer à travailler chez Nestlé. Et à un moment, il y aura un autre scandale alimentaire, un autre grand scandale alimentaire qui va concerner des produits qui sont importés de Chine à base de gluten. C'est-à-dire qu'il y a un produit toxique qui s'appelle la mélanine qui est mélangé à du gluten qui fait augmenter le taux de protéines dans les produits. Donc en fait, Nestlé importe de Chine ces produits-là. La mélanine, c'est un poison. Oui, c'est un poison, c'est un dérivé du cyanure, donc effectivement c'est un poison. Donc là, ça sera une des plus grandes intoxications alimentaires mondiales. Hein. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a 300 000 bébés qui seront intoxiqués, il y en a qui vont mourir. Enfin, et en France, c'est pareil, ça sera, on va retrouver ça dans des croquettes pour animaux ou aux États-Unis. Enfin, donc il y aura un scandale là-dessus. Et la personne avec qui elle bossait quand elle travaillait sur tous ces dossiers, en fait, au lieu d'être évincée, va se retrouver être promue responsable mondial de la sécurité alimentaire. Donc il a reçu des bonus parce que probablement, comme il n'a pas enlevé les produits du marché, voilà, et devient son supérieur hiérarchique. Donc là, il va un peu se venger parce qu'elle continue quand même d'essayer de mettre des choses au clair, et donc elle va subir du harcèlement, harcèlement moral, et à tel point qu'il y a même des réunions à laquelle elle ne sera pas conviée alors qu'elle est quand même responsable de la sécurité alimentaire. Et en regardant un organigramme un jour sur les postes, elle s'aperçoit que son nom a disparu de l'organigramme. Donc elle va être licenciée pour non-entente avec ses supérieurs. Enfin, voilà. Et donc c'est là qu'elle va rentrer en résistance et qu'elle va faire un procès à Nestlé. Avant, elle va consulter son assistance juridique chez AXA, chez AXA, et en demandant s'ils étaient prêts à la suivre. Donc AXA dit ok, il n'y a pas de souci, on vous soutient. Voilà. Et au bout d'un moment, AXA va la lâcher. Donc là, elle dit c'était terrible parce que j'ai pas compris pourquoi il me lâchait. On apprendra par la suite que Nestlé a recruté le PDG d'AXA dans son conseil d'administration. Bah oui.
Voilà, non mais c'est vraiment du crapoteux de chez crapoteux. Mais cette femme en fait va continuer son combat. Bon, le reportage date de 2017, donc ça fait 7 ans qu'elle se bat contre Nestlé. Faut savoir que quand on se bat comme ça, c'est au détriment de sa santé morale, physique, de la famille, parce que déjà on n'a plus de boulot, on est grillé dans tout le domaine, hein, puisque on fait partie des emmerdeurs, quoi. Et c'est une lutte qui prend toute l'énergie. Donc elle dit que la priorité c'était de préserver sa santé mentale. Et en 2017, elle dit voilà, j'espère que dans quelques années j'aurai un résultat. Et la fin du reportage porte comme de l'optimisme parce qu'on apprend qu'elle a gagné son procès contre Nestlé, que Nestlé a fait appel et qu'ils ont perdu en appel. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et qu'elle a été après récompensée, elle a eu un prix des lanceuses d'alerte, enfin voilà. Et cette femme, quand on la voit, en fait, c'est une femme qui là aujourd'hui doit avoir, 55, 60 ans, qui parle doucement, donc qui a 3 nationalités, qui parle 5 langues, enfin vraiment, c'est pas une femme qui au départ avait un profil révolutionnaire, simplement une éthique du travail et de son travail, quoi, vraiment une croyance dans son travail, de la sécurité alimentaire, et qui pensait que chez Nestlé on avait des valeurs. Enfin. Non. Alors là, la valeur première dans toutes ces boîtes pourries, c'est le pognon. Voilà. Et il faut écouter. Bon, là, j'ai vraiment bien résumé le reportage, mais ça vaut le coup de l'écouter parce qu'elle a une voix douce, calme. Et alors, ce que je précise aussi, c'est que ces reportages, là, celui-ci, en tout cas, a été fait par Inès Léraud. Et Inès Léraud, c'est la journaliste qui a travaillé aussi en Bretagne, qui a fait le bouquin sur les algues vertes. Donc, ce sont vraiment des reportages de grande qualité, quoi. Il se passe pas mal de choses en Bretagne, des très mauvaises et des très bonnes, comme celle dont on parle. Ma camarade Pécaïkou qui suit le coup de toutes ces nanas qui se bagarrent, et quand elles se bagarrent, les nanas, il faut faire gaffe parce qu'elles sont pugnasses. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passait comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur, et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur pour étendard, ont le sourire du Tché. Autour du cou des foulards, des keffiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice, et tout de suite, et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles, sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent, ceux qui disent non.
ceux qui disent non. Michel Buller, un Suisse, comme justement cette femme, ce procès bien sûr est en Suisse parce que c'est là qu'elle travaillait à ce moment-là. Non, mais Michel Buller, c'est quand même un cas. Comme disait ma camarade, en Suisse, il y a le pire, il y a le meilleur. Voilà.